Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la 6e carte mentale portant sur le système cardiovasculaire en nous penchant cette fois-ci sur la pression artérielle. Voici la carte mentale en question avec ses 6 branches et voici la dernière branche déployée. Donc nous nous intéressons à la pression artérielle que nous pouvons définir comme étant la pression qui s'exerce contre l'intérieur des parois, donc des artères. Alors, quand on mesure cette pression de façon non invasive, on va donner 2 valeurs. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une double pression, puisqu'il y a ces 2 valeurs, puisqu'effectivement, on va s'intéresser à la pression qui est générée par le ventricule gauche donc pendant la systole. Ça correspondra donc au premier nombre qui sera donné concernant donc cette pression. Et la deuxième valeur concerne la pression qui va subsister dans les artères lorsque le cœur est en diastole. C'est donc le deuxième nombre qui est donné. Pour mesurer cette pression, il est nécessaire d'utiliser des outils spéciaux. Alors un sphygmomanomètre, c'est-à-dire un manomètre associé à un brassard qui va pouvoir être gonflé et qui va pouvoir donc compresser les artères, et un stéthoscope qui va permettre tout simplement d'écouter les bruits, le bruit de l'écoulement du sang dans les artères. C'est ce qu'on appelle les bruits de Korotkov. Je ne reviens pas sur la technique de mesure que nous avons détaillée en cours. Par contre, j'évoque les valeurs de référence concernant cette pression artérielle. Donc pour l'homme, les valeurs de référence sont pour la pression systolique 120 mm de mercure, 80 mm de mercure pour la pression diastolique. Donc au lieu de dire 120-80, on dit 12-8. Pour la femme, on est sur 110 mm de mercure pour la pression systolique et 70 mm de mercure pour la pression diastolique. Et donc au lieu de dire 110-70, on dira 11-7. À partir de ces valeurs, on peut calculer la pression artérielle moyenne que nous noterons PAM, qui correspond à la pression diastolique à laquelle on va ajouter un tiers de la pression différentielle. Alors qu'est-ce que c'est que la pression différentielle? La pression différentielle, ça correspond à la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. Alors la pression sanguine, elle est constante donc dans les artères qui ne vont pas offrir de grande résistance à l'écoulement du sang. Par contre, elle va diminuer dans les artérioles, puis elle continuera à diminuer dans les capillaires, puis dans les vénules et les veines. On peut dire un mot concernant les facteurs qui vont influer sur cette pression artérielle. Donc, on peut décrire 3 organes qui vont pouvoir avoir un impact sur cette pression artérielle, qui sont donc les reins, les vaisseaux sanguins et le cœur. Concernant les reins, ils vont avoir un impact sur la volémie. La volémie, donc, elle est normalement stable en conditions physiologiques. Nous avons en moyenne 6 litres de sang. En revanche, si la volémie diminue, c'est à partir du moment où elle diminue de trop, il n'y a plus de possibilité de compenser, par exemple dans le cas d'une hémorragie importante, et dans ce cas-là, il va y avoir une chute de la pression artérielle, on va parler d'une hypotension. A l'inverse, si la volémie augmente, par exemple s'il y a un problème de rétention d'eau, à ce moment-là, la pression va augmenter, on dira qu'il y a une hypertension qui est présente. Autre organe qui va pouvoir influer sur la pression artérielle, ce sont les vaisseaux sanguins. Alors les vaisseaux sanguins peuvent influer du fait de leur compliance, on va dire de leur élasticité. C'est un paramètre que j'ai mentionné, que nous n'avons pas détaillé, puisque ce paramètre est stable en conditions physiologiques. En revanche, ce qui va varier au niveau des vaisseaux sanguins, c'est leur résistance, sur laquelle nous allons revenir. D'autre part, il y a un autre organe qui peut avoir un impact sur la pression artérielle, c'est bien sûr le cœur, et nous allons reparler du débit cardiaque, noté Q. Alors justement, ces 2 paramètres, résistance et débit cardiaque, vont moduler la pression artérielle moyenne, et donc on peut donner la formule suivante: la pression artérielle moyenne correspond au débit cardiaque multiplié par la résistance artérielle. Alors le débit cardiaque, nous en avons déjà parlé, il correspond au VES fois l'AFC, donc volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque. Et pour ce qui est de la résistance, on peut exprimer la résistance à l'aide d'une formule qui s'appelle la formule de
Si on regarde cette formule d'un peu plus près, on a donc 3 paramètres qui sont nu. Nu, c'est la viscosité du sang. L, c'est la longueur totale des vaisseaux sanguins. Et R, qui correspond au rayon donc de la lumière des vaisseaux sanguins. La viscosité du sang en conditions normales, elle va être stable. En revanche, effectivement, elle peut varier dans certaines conditions. Lorsque la viscosité augmente, ce paramètre étant au numérateur, eh bien, la résistance finalement va augmenter. Si la viscosité du sang diminue, la résistance va diminuer. Les variations vont être dans le même sens concernant la longueur totale des vaisseaux sanguins. La longueur étant au numérateur, eh bien, tout simplement, si la longueur des vaisseaux sanguins augmente, la résistance augmente. C'est le cas si effectivement des vaisseaux sanguins viennent à se développer, par exemple s'il y a un ajout de masse corporelle. D'autre part, si la longueur des vaisseaux sanguins diminue, la résistance dans ce cas-là va diminuer. Autre paramètre, R, qui lui figure au dénominateur. Donc nous avons dit que R, c'est le rayon. Et donc, si R augmente, R étant situé au dénominateur, eh bien, cela va avoir un impact sur la résistance qui va diminuer. Dans quelles circonstances R augmente-t-il? Eh bien, il augmente lorsqu'il y a une vasodilatation des artères, plus spécifiquement des artérioles. D'autre part, si R diminue, à ce moment-là, donc si le rayon diminue, à ce moment-là, la résistance va augmenter et cela se produit lorsqu'il y a une vasoconstriction qui s'observe. Alors, on peut s'intéresser à présent à la régulation de la pression artérielle. Donc, la pression artérielle va être régulée de façon nerveuse par le système nerveux autonome. Elle va être régulée par les hormones et par des dispositifs d'autorégulation. Donc on commence par un mot concernant les régulations assurées par le système nerveux autonome. Donc on retrouve ici le centre cardiovasculaire bulbaire dont nous avons parlé ultérieurement. Donc il s'agit de réseau de neurones qui se trouve au niveau donc, du bulbe rachidien, donc à la base de l'encéphale. Ce centre cardiovasculaire reçoit des informations, on retrouve là ce qu'on a dit précédemment, des informations qui proviennent de récepteurs sensoriels, barorécepteurs, chimiorécepteurs, qui sont situés, comme on l'a dit précédemment, au niveau des grosses artères. Donc on en trouve donc les barorécepteurs, récepteurs à la pression, et chimiorécepteurs, récepteurs qui sont sensibles à certaines substances situées dans le sang. On les trouve donc dans l'aorte et les carotides. Les signaux transportés à partir des récepteurs situés au niveau de l'aorte sont transportés par le nerf 10, le vague ou pneumogastrique, tandis que les informations provenant donc des barorécepteurs et des chimiorécepteurs des carotides sont transportées par le nerf 9, le glossopharyngien. D'autre part, les propriocepteurs, on le sait aussi, vont pouvoir influencer ce centre cardiovasculaire bulbaire. Enfin, ce centre est aussi influencé par d'autres structures situées dans l'encéphale, donc d'autres structures nerveuses comme le cortex cérébral. C'est ce qui va par exemple permettre de réaliser des régulations anticipées. Si je sais que je vais me lancer dans une course, eh bien ma pression artérielle va s'ajuster, plus exactement des paramètres qui vont impacter sur la pression artérielle vont s'ajuster de façon à ce que celle-ci soit stabilisée. Autre structure, on peut évoquer les réseaux de neurones qui sont impliqués dans les émotions, on peut évoquer l'hypothalamus, et ainsi de suite. Donc ce centre cardiovasculaire bulbaire va à son tour pouvoir envoyer des informations donc vers le cœur, c'est ce que nous avions détaillé à travers ces deux voies efférentes, orthosympathique et parasympathique. On connaît les neurotransmetteurs associés, adrénaline, noradrénaline associée à l'orthosympathique, acétylcholine associée au parasympathique. Et on sait que ces deux voies efférentes vont pouvoir moduler le débit cardiaque en agissant sur le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. C'est ce que nous avons vu dans le paragraphe concernant le débit cardiaque. D'autre part, et c'est ça que nous ajoutons essentiellement ici, ce centre cardiovasculaire bulbaire va aussi envoyer des informations vers les artérioles. Et il va le faire donc via le système nerveux orthosympathique puisqu'il n'y a pas, en tout cas pour la plupart des artérioles, pas d'innervation parasympathique. Donc les informations sont envoyées par l'orthosympathique, les neurotransmetteurs en jeu sont toujours les mêmes, adrénaline et noradrénaline. Et l'action donc de l'orthosympathique sur les artérioles va jouer sur la résistance
Quand il y a une stimulation orthosympathique qui augmente, les vaisseaux sanguins se contractent, on a une vasoconstriction. Si l'activité orthosympathique diminue, la contraction des myocytes situés donc dans la paroi des artérioles va diminuer, donc les artérioles se relaxent, il y a une vasodilatation et dans ce cas, la résistance va tout simplement diminuer. Alors, concernant cette régulation assurée par le système nerveux autonome, on peut évoquer deux réflexes, avec le réflexe des barorécepteurs qui est le principal réflexe qui va jouer dans la pression artérielle. On peut vraiment parler d'un réflexe qui va asservir ce paramètre qui est la pression artérielle. Alors, nous l'avons détaillé en cours, donc je ne le redétaille pas ici sur cette carte mentale. Autre réflexe qui va avoir pour point de départ les chimiorécepteurs. Comme nous l'avions souligné, ce réflexe des chimiorécepteurs va surtout avoir des actions respiratoires, même s'il s'ajoute en plus des actions sur la pression artérielle moyenne. Après la régulation nerveuse, nous nous sommes intéressés à la régulation hormonale. Nous avons évoqué donc 4 ensembles d'hormones qui vont avoir un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Donc l'adrénaline et la noradrénaline, l'hormone antidiurétique, le système rénine-angiotensin-aldostérone. Ces 3 systèmes vont au final avoir un effet qui va être une augmentation de la pression artérielle et la dernière hormone, le facteur natriurétique auriculaire, va avoir l'effet inverse, donc il va avoir pour effet de diminuer la pression artérielle moyenne comme on va le voir. Donc concernant l'adrénaline et la noradrénaline. Adrénaline et noradrénaline sont libérées par le système nerveux orthosympathique, donc directement auprès des organes, et par les médullosurrénales qui libèrent ces substances dans le sang. Ces 2 substances vont agir à la fois sur le cœur et sur les vaisseaux sanguins. Au niveau du cœur, ces substances vont augmenter le débit cardiaque, donc Q, en augmentant le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Et leur action sur les vaisseaux va avoir pour effet d'augmenter la résistance en entraînant tout simplement une vasoconstriction. Au final, adrénaline et noradrénaline vont augmenter la pression artérielle moyenne. L'hormone antidiurétique, aussi appelée ADH ou vasopressine, a pour origine la neurohypophyse, qui est une partie de l'hypophyse. Donc c'est elle qui va sécréter l'ADH lorsqu'il y a une augmentation de la pression osmotique. Une diminution de la volémie va aussi avoir un impact sur la neurohypophyse qui va libérer davantage d'ADH. Quelles sont les actions de l'ADH? Eh bien, l'ADH va agir sur les vaisseaux sanguins où elle va augmenter la résistance en entraînant une vasoconstriction. Cet effet, on l'observe surtout in vitro. En fait, in vivo, l'ADH va essentiellement agir au niveau des reins, où elle va contribuer à l'augmentation de la volémie en augmentant la réabsorption d'eau. Donc, au global, on peut dire que l'ADH va contribuer à l'augmentation de la pression artérielle moyenne. Autre hormone, plus exactement ensemble d'hormones, c'est le système rénine-angiotensin-aldostérone. Alors la rénine est plutôt considérée comme une enzyme plutôt qu'une hormone. En tout cas, la rénine a pour origine, comme son nom l'indique, les reins. Elle va être produite lorsqu'il y a, donc par les reins, quand il y a une diminution de la pression artérielle dans les artères rénales ou une diminution de la volémie. La rénine, lorsqu'elle est produite, elle est donc libérée dans le sang, et elle va avoir une action sur une substance qui est déjà présente dans le sang, qui est l'angiotensinogène. L'angiotensinogène est lui produit par le foie, donc il y a une certaine quantité d'angiotensinogène présente dans le sang. Et lorsque la rénine agit sur l'angiotensinogène, eh bien, elle va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Cette angiotensine 1, qui apparaît à ce moment-là dans le sang, va être convertie en angiotensine 2 par une enzyme qui est présente dans le sang, que l'on appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine, que l'on appelle également l'AS. L'angiotensine 2, donc si on donne sa provenance, on va dire qu'elle est finalement produite dans le sang. L'angiotensine 2, c'est elle qui va avoir des actions qui sont les suivantes. Elle va agir sur les vaisseaux sanguins, où elle va augmenter la résistance en augmentant une vasoconstriction, comme son nom l'indique, angiotensine. Elle agit également sur le système nerveux orthosympathique. Elle va agir dans le sens où elle va augmenter la stimulation orthosympathique. Autrement dit,
On a là 2 actions qui vont contribuer à augmenter la pression artérielle moyenne. Cette angiotensine 2, c'est pas fini, elle agit également sur les corticosurrénales. Elle va les stimuler, lesquelles vont augmenter leur production d'aldostérone. L'aldostérone donc a pour origine ces corticosurrénales. Quelles sont ses actions? L'aldostérone va surtout agir sur les reins, où elle va contribuer à augmenter la volémie en stimulant la réabsorption d'eau. Donc finalement, l'aldostérone va contribuer aussi à augmenter la pression artérielle moyenne. Dernière hormone, le facteur natriurétique auriculaire ou FNA. Comme je l'ai dit, c'est la seule substance qui va diminuer la pression artérielle moyenne parmi les substances évoquées. Quelle est son origine? Comme son nom l'indique, facteur natriurétique auriculaire. Auriculaire renvoie aux oreillettes. Effectivement, ce sont les oreillettes du cœur qui vont libérer le FNA lorsqu'il y a une augmentation de la volémie, du fait de la présence de volorécepteurs au niveau des oreillettes. Action de la FNA, cette substance va agir sur les vaisseaux sanguins et va entraîner donc une vasodilatation des vaisseaux sanguins, donc une diminution de la résistance. Une autre action existe, une action sur les reins. Là, il va y avoir donc une diminution de la volémie puisqu'il va y avoir une stimulation de l'élimination du sodium. Et quand le sodium va être éliminé, cela va entraîner l'eau en même temps. Donc au global, on va avoir finalement un effet qui est une diminution de la pression artérielle moyenne. Alors il existe des autorégulations, nous n'avons pas vraiment insisté dessus, nous avons simplement mentionné le fait qu'il existe des autorégulations physiques lorsqu'il y a des variations de température ou des variations qu'on qualifie de myogéniques en lien avec le degré de contraction-relaxation des muscles, donc des artérioles. Et il existe aussi des autorégulations chimiques du fait que les artérioles peuvent libérer des vasodilatateurs ou vasoconstricteurs. D'ailleurs, ces substances sont aussi donc fabriquées dans le sang. Alors, nous avons terminé donc ce chapitre en évoquant une pathologie qui est l'hypertension artérielle, dont l'abréviation classique est HTA. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? Eh bien, c'est une élévation permanente de la pression artérielle de repos. On a vu qu'elle doit être de 12,8 ou 11,7 selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc on va parler d'hypertension artérielle à partir du moment où on a une pression supérieure à 14,9, c'est-à-dire 140 mm de mercure donc en pression systolique, 90 mm de mercure en pression diastolique. Quand on est entre les valeurs donc de référence et cette valeur qui permet de parler d'hypertension artérielle, on peut dire que les personnes sont dans un état pré-hypertendu où il est encore possible en tout cas il est possible d'inverser le processus. L'hypertension artérielle donc concerne plus de 10% de la population. L'hypertension artérielle est essentielle dans 90% des cas. Ça veut dire que dans 90% des cas, cette hypertension artérielle n'est pas due à une maladie. C'est une pathologie qui est insidieuse parce qu'elle ne se voit pas, mais elle va petit à petit user en fait le corps et ce trouble finalement est impliqué dans les crises cardiaques et dans les AVC. Les complications sont donc cardiaques, vasculaires, mais aussi rénales. Alors le mode de vie est en jeu dans l'hypertension artérielle que l'on peut relier donc selon les cas évidemment à une alimentation déséquilibrée et un surpoids, à la consommation de tabac et d'alcool, à la sédentarité et au stress. Ça veut dire qu'en jouant justement sur ces paramètres, eh bien on peut agir sur cette hypertension, d'où un traitement qui est plutôt préventif, qui consiste à agir sur le mode de vie, mais l'action sur le mode de vie peut aussi permettre un retour à la normale chez une personne qui est pré-hypertendue. Différents médicaments peuvent aussi être utilisés. Exemple de médicaments, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les diurétiques, l'inhibiteur de l'ACE et les vasodilatateurs. Nous avions discuté donc du mode d'action de ces médicaments en lien avec tout ce que nous avions dit dans le reste du cours lorsque nous étions en présentiel. Donc nous avons terminé là cette présentation donc concernant la pression artérielle. Nous avons donc fini de détailler l'ensemble de la carte mentale concernant ce système cardiovasculaire et je vous laisse donc retrouver les supports sur mon site et je vous dis à bientôt
pour des cartes mentales portant sur les autres chapitres. À très bientôt.